Au Zimbabwe, au moins 40 personnes sont prises au piège dans une mine. Le gisement était illégalement exploité. Une opération de sauvetage est en cours pour tenter de les libérer. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, déclaré élu au premier tour de l'élection présidentielle du dimanche dernier, le président sortant a obtenu 57% des suffrages selon les résultats provisoires de la CENI. Et puis au Bénin, le promoteur d'une radio en ligne a comparu devant l'autorité de régulation des médias. La HAC reproche à Crystal News d'avoir manqué au professionnalisme lors d'une émission. L'avocat du média parle de tentative de bâillonnement de la presse. Et voilà le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Zimbabwe, une opération de secours est en cours dans la ville de Bindura après qu'au moins 40 mineurs illégaux ont été pris au piège suite à l'effondrement d'une mine d'or désaffectée. Les détails. Au moins 40 mineurs illégaux étaient pris au piège après l'effondrement d'une mine d'or désaffectée au Zimbabwe, a annoncé jeudi la Fédération nationale des mineurs. L'accident s'est produit mercredi soir dans la ville de Bindura, à quelques 70 km au nord de la capitale Harare, a indiqué le responsable de la fédération, Wellington Takavaracha. Les mineurs travaillaient à l'intérieur de la mine désaffectée Randgold Mine lorsqu'un puits s'est effondré, a-t-il ajouté. 6 mineurs ont pu être dégagés des gravats et hospitalisés. Ceux qui ont été secourus ont indiqué qu'il y avait environ 40 personnes dans le puits de mine au moment de l'accident, a indiqué Takavaracha, ajoutant que les opérations de sauvetage étaient toujours en cours. Faute d'emploi dans ce pays d'Afrique australe où le chômage avoisine les 90%, de nombreux hommes survivent en travaillant dans des mines désaffectées ou pénètrent illégalement dans des mines toujours exploitées. Les accidents sont toujours fréquents. En février 2019, au moins 24 mineurs illégaux avaient été tués au fond de puits abandonnés et inondés à la suite d'orages dans le centre du Zimbabwe. Et en mai 2019, au moins 9 autres avaient trouvé la mort dans des explosions dans une mine d'or à Mazoé, au nord du pays. Pas de répit pour les contestataires de la victoire d'Alpha Condé en Guinée. Les partisans du principal parti d'opposition ont manifesté pour contester la réélection du chef de l'État sortant à un troisième mandat. Ils réclament aussi la libération de tous les responsables de l'opposition emprisonnés. Une centaine de partisans de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, parti de Cellou Dalein Diallo, principal adversaire de Condé à la présidentielle du 18 octobre, ont manifesté mercredi, malgré l'interdiction du gouvernement. Dans le centre-nord, la police a dispersé la manifestation. Une vingtaine de personnes ont été blessées selon des témoins et une source hospitalière a fait état de 7 blessés. Un nombre indéterminé de manifestants ont été également arrêtés mercredi et conduits à la gendarmerie ou dans un camp militaire de la ville, a indiqué à l'AFP une source de sécurité. L'appel n'a pas reçu un écho favorable à Conakry. La deuxième fois au moins en novembre que l'UFDG peine à rassembler les foules dans cette ville alors que la mobilisation contre un troisième mandat d'Alpha Condé a mis des milliers de personnes dans la rue à plusieurs reprises après octobre 2019. Avec le maintien de l'appel de l'UFDG, gendarmes et policiers ont été positionnés aux endroits sensibles de Conakry comme l'aéroport ou les ponts. Des magasins sont restés fermés à Médina, grand marché de la capitale, mais les administrations, banques et stations essence sont ouvertes dans le centre-ville. Le gouvernement a annoncé dimanche l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des manifestations en invoquant la pandémie de la Covid-19. La candidature de Alpha Condé a donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées et de violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis 1 an et dans les jours qui ont suivi l'élection. 5 figures de l'opposition, dont 4 membres de l'UFDG, ont été emprisonnés en novembre, mis en cause par les autorités pour implication dans les violences autour de la présidentielle. Et pendant qu'on conteste en Guinée ou Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, lui, a été donc déclaré élu dès le premier tour de l'élection du dimanche dernier avec 57,87% des suffrages pour un deuxième mandat. C'est ce qu'a donc annoncé ce jeudi le président de la commission électorale indépendante, il a nommé Newton Ahmed Barry. Précision.
Roch Marc Christian Kaboré, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso, a affirmé Newton Barry. Eddy Komwego, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, arrive deuxième avec 15,48% des voix devant Zéphirin Diabré, 12,46%, considéré comme le chef de l'opposition jusque-là. Après cette proclamation, Monsieur Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso à l'élection du 22 novembre. Roch Marc Christian Kaboré, à la tête du Burkina Faso depuis 2015, apparaissait depuis le début du processus comme le grand favori de l'élection présidentielle du dimanche 22 novembre, malgré un bilan miné par une descente aux enfers sécuritaires face au groupe djihadiste. En 2015, un an après la chute de Blaise Compaoré, renversé par une insurrection populaire après 27 ans de pouvoir, l'élection de Kaboré, dès le premier tour avec 53,49% des voix, avait suscité de grands espoirs de développement et de changement au pays des hommes intègres. Il avait su rassembler aussi bien des anciens du régime Compaoré que ses opposants. 5 ans plus tard, le Faso s'est enfoncé dans le chaos avec des attaques de groupes djihadistes quasi quotidiennes, ayant fait plus de 1200 morts en 5 ans, des pans entiers du pays échappant à l'autorité de l'État et les forces de l'ordre semblant incapables d'enrayer la spirale de violence. Mais Kaboré, de l'ethnie majoritaire Mossi, ancien banquier et homme réputé consensuel, semble pour l'heure être passé entre les gouttes de la sanction populaire. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé à la communauté internationale de ne pas interférer dans le conflit au Tigré, un conflit qui a déjà fait plusieurs morts et contraint des milliers de personnes à l'exil. 3 semaines après le début du conflit entre l'armée fédérale éthiopienne et les autorités dissidentes de cette région du nord du pays, la perspective d'un assaut contre Mekele fait craindre le pire pour ses quelques 500 000 habitants. Diplomates, institutions internationales et puissances étrangères tentent d'encourager le dialogue, mais le Premier ministre Abiy Ahmed a opposé un rejet aux tentatives de médiation. Le Premier ministre éthiopien a rappelé qu'un élément fondamental de l'ordre national était le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'États souverains. En clair, une fin de non-recevoir à toutes les démarches en faveur du dialogue. Malgré des divisions entre pays africains et européens, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi une première réunion sur le conflit, sans déclaration commune à sa sortie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les États-Unis et l'Union européenne appellent à la fin des combats entamés le 4 novembre dernier. L'armée qui a appelé les habitants de Mekele à fuir assure être prête à encercler la ville avec des chars et que la bataille qui s'en suivra sera sans pitié. L'Union africaine, dont le siège est basé dans la capitale éthiopienne, a entamé une tentative de médiation dont elle a chargé les anciens présidents mozambicains Joaquim Chissano, libérienne Ellen Johnson Sirleaf et sud-africain Kgalema Motlanthe. Mais le gouvernement éthiopien a réitéré son refus à ce stade d'une telle initiative, précisant qu'il parlerait avec ses envoyés par respect pour les dirigeants africains. Au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'organe de régulation des médias, a écouté ce jeudi le promoteur de médias en ligne, Crystal News, vigile à Wansé. Cette comparution fait suite à une convocation à lui adressée par l'institution. Le point de l'audience dans cet élément. Crystal News, radio en ligne, a comparu ce jeudi devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de la déontologie de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour une séance d'instruction. Il est reproché au promoteur d'avoir sur l'émission Grand Angle du média en date du 15 novembre laissé l'invité tenir des propos diffamatoires et attentatoires à la paix et à l'unité nationale. Après la séance d'instruction, les conseillers sont passés à l'audition publique du promoteur à huis clos. Pour l'avocat de Crystal News, la HAC fondamentalement reconnaît la qualité du journaliste, néanmoins reproche dans la conduite de l'émission un manque de professionnalisme. Il dénonce un bâillonnement de la presse. Je leur ai demandé, si Jacques Migan, qui a
menacé le journaliste et qui a même cité les dispositions de la HAC, estime que c'était des contre-vérités, mais il n'allait qu'à demander un droit de réponse. Ce n'est pas plus que ça. Parce qu'il estime que lui, il est un citoyen proche, ou bien un conseiller du chef de l'État, ou un citoyen proche du chef de l'État, qui ne veut pas entendre ce genre de choses. Donc il n'a qu'à venir amener des preuves contraires. Deuxièmement, je constate que la HAC, fondamentalement, ne conteste pas la matérialité des faits, mais reproche aux journalistes de n'avoir pas, pris des garanties. L'invité de l'émission Grand Angle, dont les propos ont suscité la convocation d'Dame Françoise Sossou-Kholonou, présidente du comité de soutien aux détenus et exilés politiques, présente également à la HAC, regrette que l'institution n'ait pas des éléments de ces accusations. La décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sera notifiée par courrier aux médias en ligne Crystal News. Et en santé à présent, selon une nouvelle analyse de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique est loin d'être prête pour la campagne de vaccination contre la pandémie du coronavirus, qui sera donc la plus grande jamais menée sur le continent. Selon le coordonnateur de l'OMS pour l'Afrique, du programme de développement de la vaccination et des vaccins, la région a donc un score moins de 33% de préparation pour le déploiement du vaccin. L'expérience a montré que lorsque nous avons une moyenne ou un score pondéré d'environ 80% ou plus, cela montre clairement que le pays peut déployer un vaccin en toute sécurité ou mener une campagne de vaccination pour atteindre le maximum d'impact. Nous sommes donc loin d'y parvenir, la moyenne pondérée se situant jusqu'à présent autour de 33%. Nous devons absolument travailler et soutenir les pays pour qu'ils puissent amener tous leurs différents piliers d'introduction de vaccins à un niveau où, si un vaccin devient bientôt disponible, un pays pourra le déployer en toute sécurité pour atteindre un impact maximal. De nombreux pays sont désireux et déterminés à obtenir le vaccin à temps. Nous savons que les pays africains sont inquiets et espèrent que la précommande de millions de doses de vaccins par les pays riches ne les empêchera pas d'avoir accès aux fournitures. Je pense que c'est vraiment la question aujourd'hui qui est débattue partout, en particulier dans la région. Mon sentiment est que, bien que nous disposons de ces vaccins qui sont efficaces, ou du moins semblent l'être, et comme l'a mentionné le Dr Moueti, le plan est de les déployer. Cela ne devrait pas arrêter la recherche et le développement de nouveaux vaccins. Nous ne savons pas encore combien de temps l'immunité durera pour ces vaccins qui sont en train d'être mis au point. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.